Bonjour, Saül Kars, donc. Merci avant tout à Florence Faveron de cette invitation que je ne peux pas honorer physiquement, en présentiel, mais numériquement. Et la question qui est posée, c'est le secret professionnel, le partage d'informations, est importante, mais par la même difficile. En tout cas, si on ne veut pas se contenter de quelques lieux communs à la matière. Des différents points de vue possibles, j'aimerais ici développer un point de vue philosophique, et qui en même temps s'articule à une expérience assez large avec dans le travail social à propos des questions théoriques et cliniques que ça peut poser. Bien. Donc j'ai titré, comme on peut voir dans les dépliants, dans le flyer qui est le plan de mon intervention, j'imaginais un titre, donc, déontologie et éthique, partage d'informations à caractère secret et confidentiel. Quelques propositions. Je dispose 30 minutes, un peu moins maintenant, pour vous présenter des propositions discutables, réfléchies mais discutables. Et une journée comme celle-ci mérite son nom si elle ouvre s'il ouvre des voies de recherche et s'il ne sacrifie pas trop au consensus. Donc, 2 points dans cette intervention, 2 points majeurs, 2 chapitres. Une thématique complexe, c'est le premier, à propos d'éthique, et le partage d'informations, quelques enjeux éthiques, c'est le deuxième point. En fait, après avoir rédigé, je me suis rendu compte que la thématique complexe est autant celle de l'éthique que, évidemment, celle du partage d'informations. Voyons voir. Je commence par le premier. Une thématique complexe. Pourquoi complexe? Je ne fais pas comme il se doit. Je ne fais pas synonyme de compliqué. Complexe, c'est-à-dire que ne peut pas se réduire à telle ou telle dimension, à telle ou telle variable en particulier. Pourquoi la question de l'éthique est complexe? Elle peut être très, très simple, comme c'est souvent le cas malgré tout, malgré des grands penseurs qui ont effectivement réfléchi à la question. Elle peut être très simple si on identifie éthique avec morale, avec déontologie. Je veux dire, si on fait un usage, à mon avis, peu rigoureux, un peu lâche, relâché de ces 3 termes. Pour s'orienter un peu, je proposerai de différencier éthique, déontologie, morale. Pour en faire 3 termes, c'est-à-dire 3 régimes conceptuels très spécifiques. Et c'est pas la même chose, c'est mon idée, c'est ma thèse en tout cas, c'est pas la même chose que poser des questions morales que de poser des questions éthiques. Quelle différence? Comment penser cette différence? Comment donc ne pas faire d'éthique, déontologie et morale des synonymes interchangeables, mais des termes spécifiques? Qu'est-ce qu'on peut entendre par morale? L'exemple, j'avais étude de données qui me semble relativement clair, l'exemple de morale, c'est Moïse qui va sur le mont Sinaï et reçoit les tables de la loi déjà écrites, détail important, qui n'est pas un détail, table de la loi déjà écrite, sa fonction étant de descendre en bas, le peuple est souvent en bas, descendre en bas pour appliquer, pour faire respecter et pour appliquer ces préceptes. Je veux dire, la morale est sociale, historique. La morale est montée sur une distinction très claire, très évidente, c'est-à-dire pas discutable, donc dogmatique, entre le bien et le mal. Entre ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, ce qui est légitime et ce qui ne l'est pas. Dans ce sens, Moïse est une figure importante, enfin significative. Ça, c'est la morale, donc sociale, collective, et garantie généralement par des puissances
extra-humaines, les plus connues, c'est l'hypothèse divine, les grands garants, les grands autres, mais il peut être remplacé par d'autres instances. Nous avons par ailleurs la déontologie, qui est une morale appliquée, je veux dire, est une morale régionale plutôt. C'est la morale d'une corporation, d'une profession, qui mobilise un référentiel théorique, un corpus doctrinal de règles, de jurisprudence, suppose des experts et une organisation, et éventuellement des sanctions institutionnelles. L'exemple typique de déontologie, ce sont les codes déontologiques, justement, des différentes professions, ordres professionnels, les conseils de l'ordre pour les médecins, pour les avocats, et quelques tentatives en travail social pour les éducateurs en particulier. C'est-à-dire, la déontologie est une morale concentrée sur un chapitre, n'est pas valable ailleurs, protège les professionnels, les donne quelques repères pour réagir en telle ou telle circonstance. La garantie divine, c'est pour la morale, divine au succédané, c'est pour la morale. La garantie institutionnelle, c'est pour la déontologie. Et il nous reste l'éthique, notre thème central ici. Donc, une fois encore, si on s'entête, je dirais, si on s'entête à ne pas faire un synonyme interchangeable avec morale et déontologie, je dirais, j'attendrai par éthique une interprétation tantôt consentante, tantôt critique, selon, vis-à-vis des valeurs et des représentations morales et déontologiques. Oui, c'est un positionnement par rapport à la morale. C'est une manière, c'est comment moi, chacun, comment moi j'entends la morale existante, qu'est-ce que je fais de ce qui est, paraît-il, à faire, pas faire, le bon, le mauvais, etc. En lien avec une situation historique donnée, l'éthique est portée par un ou plusieurs sujets. Elle est singulière, mais elle n'est pas individuelle. Singulière, c'est-à-dire, c'est la coltiner, il faut la travailler, elle est matérielle et non seulement subjective. Cela veut dire que l'éthique n'est pas celle que j'ai dit avoir, l'éthique est celle que j'ai est, de fait. L'éthique est celle des actes d'un sujet, pas d'un sujet dans sa projection subjective. Et le plus important, dans le réel, il n'y a pas l'éthique, il y a la morale ambiante, il y a la déontologie professionnelle. Il n'y a pas l'éthique au singulier, avec un quant E, il y a des éthiques, tantôt alliées, tantôt opposées. L'exemple par excellence, c'est Antigone, bien sûr. Antigone qui, contre ce qui est légitime, point de vue légal en tout cas, ce qui est légitime et institutionnel, n'est pas enterré son frère, qui a mis en question les lois de la cité. Il est interdit, donc, comme nous savons, il est interdit de l'enterrer, donc il faut laisser la nuit dehors, en dehors de la cité, les bêtes vont le manger. Et Antigone ne supporte pas ça, et il se décide à ce risque et péril, c'est ça l'éthique, à ce risque et péril, décide de l'enterrer, avec, là, il risque sa vie. On n'est pas obligé d'aller si loin, bien sûr, mais disons, je dirais, en travail social ou ailleurs, en travail social ici, une décision éthique peut être parfaitement une décision immorale. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est dire qu'elle peut aller contre les clauses morales existantes. Par exemple, une assistante sociale qui signale au procureur l'existence d'une famille d'immigrés sans papier qui veut se faire soigner, elle répond à une certaine éthique. Une autre assistante sociale qui ne signale surtout pas, qui les aide même, elle répond aussi à une autre éthique. Je veux dire, l'éthique ne peut être ni l'éthique réelle, soit c'est un synonyme de morale, et pour moi un peu tarte à la crème, j'avoue,
soit éthique, c'est une prise de parti pour certaines orientations, pour un certain vivre ensemble, pour une certaine manière de faire. C'est pour ça mon lapsus tout à l'heure, idéologie, c'est-à-dire l'éthique, mais je ne pense pas avoir le temps de développer, l'éthique à avoir avec les finalités idéologiques. Ce qui, dans ma bouche de sociologue, idéologie n'est pas un tard, bien sûr. Idéologie veut dire neutralité impossible. Dans ce sens-là, une éthique est idéologique, c'est-à-dire pas fantasque, pas forcément dogmatique, et une éthique est une prise de parti. Elle n'est pas neutre. Bien, ça, c'est donc quelques petites remarques à propos de l'éthique. Je vais les utiliser après dans le partage de l'information. Quelques mots sur des distinctions sémantiques qui ne sont pas forcément des distinctions d'usage, qui ne sont pas courantes. Par exemple, il est souvent question en travail social d'informations secrètes, mélangées ou pas avec des informations confidentielles, mélangées ou pas avec du secret partagé. Ça peut être la même chose, ça peut ne pas l'être. Des informations, et même ces trois appellations-là, information secrète, information confidentielle et secret partagé, ces trois données-là, ces trois syntagmes-là méritent quelques détails, quelques analyses. Par exemple, et surtout, que veut dire secret professionnel? Pour qu'il y ait secret, il faut qu'il des informations existent qu'on interdit. Ou autre. Un diagnostic médical, moi en tant que travailleur social, je peux l'entendre, c'est pas sûr du tout que je le comprenne. Ce qui chez le psychiatre est un diagnostic, chez moi risque d'être probablement une excuse ou un commentaire, sinon un commérage. Ça suppose quelque maîtrise de la chose. Donc, les secrets est d'emblée situé dans un réseau de pouvoir, c'est-à-dire un travail social. Il est habituel des travailleurs sociaux, pas tous, des travailleurs sociaux se désolent du fait que le médecin ne veut pas faire état de ce qu'il a recueilli dans son traitement avec un patient, et au nom du secret professionnel des médecins. Et le contraire est largement moins usuel, c'est-à-dire que rarement, ça fait beaucoup d'années que je travaille en la matière, rarement un médecin ou un psychologue va se désoler. Va se désoler du fait que le travailleur social ne fasse pas part de ce qu'il a compris, de ce qu'il détient comme information sur un usager. C'est-à-dire que la question du secret et des informations confidentielles ne peut pas être dissociée de la question des pouvoirs réels, des pouvoirs hiérarchiques, autant que des pouvoirs symboliques, en termes de prestige, des droits de préséance, de détermination. Comme on peut voir, c'est une question complexe, celle du secret professionnel. Idem pour les informations secrètes, bon, c'est presque un jeu de mots, hein, parce que une information secrète, si elle est secrète, elle n'est pas une information. Autre manière de dire, les informations secrètes doivent, pour l'être, être déjà partagées par quelques-uns et en exclure d'autres. Je vais l'appliquer, une fois encore, je vais l'investir dans quelques minutes dans les partages d'informations. Et le partage, justement, qu'est-ce qu'on entend par là? Soit couper une information en partie pour chacun des membres communs, c'est une des étymologies, soit le partage comme la mise en commun. Mais cette mise en commun elle est partagée, elle n'est pas commune à chacun des membres. Je le montre, parce que le temps passe vite, je le montre sur le partage d'informations. Bon, on peut dire beaucoup de choses là-dessus.
je propose de situer quelques enjeux éthiques. Partage d'information. Que veut dire partager l'information? Si je peux dire, ça ne consiste pas à partager une personne, à partager un usager. Ça consiste à partager la construction signifiante, c'est-à-dire le récit. La construction signifiante qu'un professionnel fait à propos d'une situation individuelle, groupale ou familiale. C'est-à-dire, partager l'information, ce n'est pas partager, c'est même pas partager un cas. C'est partager les cas en tant que, c'est pas partager un cas réel, ce qui arrive à monsieur Antel avec sa femme ou autre chose, c'est plutôt partager ce que le professionnel a construit à propos d'un cas, à propos de situation. C'est-à-dire que le partage de l'information est aussi le partage de l'informateur. De ce que l'informateur, le professionnel qui a fait le récit, écrit ou oral, ce que l'informateur a construit comme sens. D'un autre point de vue, c'est mon point 22, le partage d'informations est toujours sur mesure et sous condition. C'est-à-dire, il est toujours partiel et partiel. D'une part, parce que l'information, personne ne la détient à 100%, et d'autre part, parce que conscient et inconsciemment, c'est lui qui a construit le récit, c'est lui qui a construit l'information, en fait état, y compris à ses collègues, de façon partielle et partiale, moins parce qu'il escamoterait tel ou tel point que parce qu'il les dit et il hiérarchise les informations, les dit sur un certain ton, les écrit d'une certaine manière, en fait état de façon sélective. Donc il y a toujours des conditions pour le partage. Les problèmes, ce n'est pas si on doit partager ou pas, comme si c'était un droit absolu. Les problèmes, me semble, c'est comment, de fait, vous voyez, c'est pas une question morale, c'est une question clinique, comment, de fait, on partage des informations avec des collègues, et même si les mots sont les mêmes, ce n'est pas le même partage avec des travailleurs sociaux et rester pour commun. Pourquoi partager? Or, différentes raisons. Et il y en a une qui peut être difficile à avouer, mais pas absente. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler, Foucault, ce qu'on peut appeler l'illusion panoptique. On peut vouloir partager l'information, on peut exiger ou insister lourdement pour que d'autres professionnels travaillant sur la même situation partagent ce qu'ils savent, pour additionner des perspectives diverses, psychiatriques, psychologiques, médicales, d'insertion professionnelle, de travail social, etc., éducative, et pour additionner des perspectives de manière à avoir une compréhension complète des sujets concernés. C'est-à-dire, si j'additionne du psy, du travail social, du légal, du médical, je parviendrai à me faire une représentation sans hiatus de l'usager. Ce qu'on peut appeler l'illusion panoptique. On peut tout voir, c'est vrai, on peut tout voir, mais pas le reste. Ou bien on peut avoir une autre raison de partage tout à fait opposée. Et on peut partager pour pluraliser les points de vue de chacun. C'est-à-dire pour être un peu moins dogmatique, c'est-à-dire encore pour rappeler qu'aucun sujet psychotique ne se réduit à son diagnostic psychiatrique, qu'aucun délinquant ne se réduit au vol qu'il a commis ou pas commis, qu'aucun usager en travail social n'est réductible au dossier qui le concerne. Les sujets, ça laisse à désirer, ça échappe au classement.
Donc ça, le partage d'informations peut servir justement à pluraliser les points de vue et à rappeler que le réel est important et le réel est saisi tout en étant insaisissable. Et là, pour finir, dans les quelques minutes qui restent là, deux cas de figure, deux cas d'école. Le travail social en commissariat comparativement au travail social dans son service social. Ça pose problème, évidemment. Ça pose problème parce que les jeunes adolescents qui ont été arrêtés en possession de tant de grammes de tel ou tel produit psychotrope, drogue, et tel adolescent qu'il consomme ce produit témoigne, pour les travailleurs sociaux, témoigne d'une difficulté. Pour les policiers, ça témoigne d'un trafic illégal, sanctionnable. Ils ne sont pas affaires au même individu, même si physiquement il s'agit du même. Ils n'ont pas affaire au même individu. Ils vont les traiter, normalement, ils vont les traiter tout à fait différemment. Ceci non seulement rappelle l'intérêt de pluraliser les points de vue, mais effectivement, là, le travailleur social qui a appris quelque chose sur la consommation de drogue chez l'ado en question, et là, le travailleur social met en jeu une option éthique pour savoir jusqu'à quel point il doit partager avec, il doit, ou il peut, ou il ose partager ou pas partager avec les policiers les informations qu'il a. La même question se pose aux policiers, je suppose, mais bon, ce n'est pas le thème ici. On peut penser que, donc là, les commissariats, le travail social en commissariat a l'intérêt, sinon le charme, d'obliger à prendre délibérément, explicitement, de la façon la plus fondée possible, une décision éthique. C'est-à-dire là où je joue ce que je pense qui est juste, qui est correct, qui est pertinent. On pourrait imaginer, c'est mon deuxième cas de figure, cas d'école, on pourrait imaginer qu'employé dans son service social, le travail social n'a pas à se poser des questions pareilles, des questions éthiques. On est tous sur le même bateau. Erreur. Erreur majeure. Et un service social peut être bien plus étranger qu'un commissariat. Et c'est-à-dire, il ne s'agit pas de méfiance, il s'agit de dire qu'on n'est pas tous à la même longueur d'onde et qu'on a les mêmes diplômes, le même salaire, les mêmes conditions de travail, c'est pas pour autant qu'on poursuit les mêmes finalités. C'est là que l'éthique joue un rôle premier, principal même. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pas qu'est-ce que je dois faire. Ce que je dois faire, c'est la morale. Ce que je fais, de fait, c'est à quoi je me risque, y compris avoir raison tout seul, y compris avoir raison trop tôt. C'est à quoi je me risque, ça c'est, à mon avis, une décision éthique. Bien, à partir de là, bon, tout ça est l'introduction, la préface. Maintenant vient le débat, qui m'aurait effectivement beaucoup intéressé écouter, participer, mais peut-être on peut inventer quelques modalités de réciprocité dans ces colloques. Bon, j'espère que ça puisse déclencher des points de vue, qu'on puisse faire avancer la thématique. Merci à vous.